comment tu fais pour découvrir ton avantage comparatif? Moi, comment j'ai découvert mon avantage comparatif, je donnais des cours déjà de grosses à la base, et en fait je donnais que des cours en présentiel, et ça faisait un petit moment que je disais putain, je suis sûr qu'il y a un truc à faire en ligne, quoi, beaucoup plus scalable, ça dépense moins d'argent et tout. Et pendant le Covid, on n'avait plus besoin, on n'avait plus le droit de faire des cours en ligne, non, cours en présentiel, pardon. Donc du coup j'ai enregistré une vidéo de 20 minutes que j'ai envoyée à une trentaine d'élèves. Sur les 30, j'ai reçu 20 messages en privé de personnes qui me disaient c'était incroyable, c'était les 20 minutes où j'ai le plus appris, et encore plus appris que pendant les 2 heures en présentiel. Donc là, je me suis dit, waouh, ok. Donc en fait, il y a 3 questions à se poser. La première, c'est dans quoi tu te sens bon. La deuxième, dans quoi les gens disent que t'es bon. Et la troisième, c'est qu'est-ce que tu peux faire pendant encore les 2 prochaines années, quoi. En gros, tu vois. Et ça, c'est un truc que moi, le gros, ça m'a toujours passionné. Je suis né dedans, quoi. Je suis tombé dans la marmite quand j'avais 17 ans, dans le gros. Donc, on dire, j'étais prêt à le faire encore longtemps, quoi. Et puis, la façon aussi de l'école, ça m'a jamais vraiment fait kiffer. Donc, de faire une formation, d'aider les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs et tout. C'était un truc qui m'avait vraiment drivé. Pour les autres, moi, j'avais une histoire que je peux peut-être utiliser, du coup, les histoires des autres maintenant, parce que du coup, ça, c'était la mienne. Donc, c'est plus par rapport à les feedbacks que tu reçois au quotidien. T'es bon là-dedans, t'as ça là-dedans. Ton entourage aussi. Je te parlais de mon petit frère. En vrai, ça peut être pour la rapide histoire, ceux qui ont pas suivi du truc, mon petit frère est venu me voir à Lisbonne, on a conduit pendant 2 heures sur la route, sur l'autoroute. Je lui ai dit tiens, ça serait trop cool que tu lances ce projet. Voilà la stratégie, je lui ai expliqué la stratégie, il a pris des notes. Le soir, on est rentré, il a fait le site internet en 3 heures. On a écrit le post LinkedIn ensemble. Il a fait 300 inscrits sur la landing page. Il a fait 44 000 vues sur son post LinkedIn. Le lendemain, il en a refait un. Il a fait 20 000 vues. Enfin bref, voilà, la carrière a été lancée, quoi. Et du coup, d'avoir un frère un peu qui est dans le business du LinkedIn, ça peut être aussi un avantage. Donc, faut aussi se poser les questions, d'avoir un père aussi. Tu vois, le président de Conto, j'ai pas du tout, j'adore cette boîte, hein, donc je suis le premier client. Mais le père de Conto est un président de BNP Paribas à l'époque, donc ça peut aussi aider, tu vois, l'entourage, enfin les trucs. Même d'avoir des locaux comme ça, tu vois, ça peut être intéressant quand de filmer, de créer un business, quoi. Donc ça peut être n'importe quoi en fait finalement. Et la chose que j'avais entendue récemment, c'était Théo Lyon, je crois, donc le fondateur de Kudak, dont lui, son colocataire était, ça m'avait marqué parce que du coup, c'est vraiment un truc que j'aurais kiffé avoir. Il était un vidéaste, exactement. Et là, je me suis dit, putain, c'est trop bien, tu vois. Et en fait, il a prêté tout son matos. Il a prêté tout son matos. Putain, le mec, il commence fort quand même. Il a du full HD sur ses premières vidéos et tout. Et en fait, non, c'est juste son vidéaste. Après, je pense que tout le monde a des zones faire. Et c'est d'ailleurs l'un des trucs que je dis aux personnes, moi, à mes potes, c'est d'essayer d'utiliser ce qu'ils ont déjà un peu dans leur veine, tu vois. C'est-à-dire, il y a un ami, par exemple, qui travaille dans la politique, travaille toute sa vie dans la politique, il était commercial. Je lui dis, essaie de faire un truc avec les deux, quoi. C'est-à-dire, comment est-ce que tu peux transformer les sales avec les techniques des présidents, quoi, par exemple, tu vois. C'est de trouver un positionnement avec ce que tu as fait avant. Il y a aussi les boîtes dans lesquelles tu as bossé avant. Les principes, en fait, de tes compétences, quoi. Ouais. Je pense que c'est un positionnement. C'est aussi un peu ce que j'avais fait. C'est que, en fait, t'as les 3 manières un peu de faire du business, enfin, de vendre le plus rapidement. C'est de faire gagner du temps, gagner de l'argent ou être en meilleure santé. C'était un peu ce que j'avais fait. Et je pense que c'est sur les 3 variables-là où il faut vraiment se concentrer parce que, ouais, tu peux très rapidement savoir si la personne a gagné de l'argent avec ton service ou non. Tu peux savoir si la personne a gagné du temps avec ton service et tu peux savoir aussi si la personne se sent mieux ou pas, ou si tu l'as guéri, quoi. Elle se sent plus en forme. Et donc, du coup, c'est ces 3 points-là sur lesquels, moi, en tant que solopreneur, tu devrais te focaliser, quoi. Donc, gagner de l'argent, le gros, économiser du temps, le gros, être en meilleure santé, autre chose, tu vois. Et je pense que tu te focalises sur ça et t'essaies d'amener ta patte à toi un peu personnelle, tu vois, dessus. Et en essayant, tu vois, par exemple, j'avais vu une publicité que j'avais adorée d'un Américain qui montre la photo de tous les et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de ce post d'ailleurs, qui montrait tous les acteurs américains qu'il avait entraînés, tu vois. Et c'était trop bien, tu vois. Je me dis putain, il a aidé à entraîner Thor, le mec dans plein de films différents qui ont été à avoir des tabs de dingue. Et il a dit voilà, j'ai inventé un process de A à Z après avoir bossé avec tous ces gens-là, je vous les transmets et tout. Dans la santé, tu vois, hyper puissant comme branding. Donc son passé, il l'utilise maintenant pour lui. Il y a un autre mec aussi qui avait dans la santé toujours, parce que du coup je sais pas pourquoi je suis targeté sur ça en ce moment,
qui disait qu'en fait, de maigrir, tout le monde racontait des conneries sur maigrir. En fait, il y a des typologies de exomorphes. Enfin, il a utilisé morphotypes, mésomorphes, ectomorphes, endomorphes. Et il a utilisé la science, en fait, tout simplement. Et en fait, mais il était vachement convaincant, tu vois. Franchement, c'est du bullshit. ouais. C'est du bullshit les morphotypes. Hein. Bah, je sais pas. Mais en tout cas, il était convaincu. Et du coup, c'est pas du bullshit sans funnel, tu vois. C'est pas du bullshit, mais c'est une théorie psychographique. D'accord. Qui répond à la psyché des gens. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un mec qui a trouvé une corrélation entre la personnalité des gens, les traits de personnalité, le caractère, les modes de fonctionnement, et certains attributs physiques. Et on a extrapolé en fait des morpho-anatomies, des modèles morpho-anatomiques, alors que pas du tout, tu vois. Et en fait, il n'y a pas de morphotype à prendre en moi, j'ai en fait, ça a été. Je suis parti dans le funnel, du coup, c'est intéressant. Et en fait, t'as plein de gens qui vont dire ouais, moi je suis ectomorphe, j'arrive pas à apprendre et tout machin. Non, c'est juste que t'es longiligne et que t'as pas beaucoup d'appétit et donc tu manges pas assez et t'as l'impression de te bourrer de bouffe toute la journée, alors que dans les faits, non, tu vois. Hello, c'est Benoît. Là, ce que tu es en train de voir, c'est le média de Skelesia. On y produit, tu peux le voir, énormément de contenu 100% gratuitement toutes les semaines. Mais il y a un endroit où on apporte encore plus de valeur, c'est auprès de nos clients. Ça fait plus de 3 ans maintenant qu'on a accompagné plus de 300 boîtes dans l'optimisation, l'accélération ou le déplafonnement de leur croissance. Comment? En les accompagnant, on fait pas pour elles, on fait avec elles dans la création de leur système d'acquisition et de conversion client. Avec un objectif, c'est de leur permettre de signer du chiffre d'affaires en continu pour accélérer leur croissance, être autonome. D'ailleurs, les retours clients sont assez unanimes. Tu peux voir plusieurs petits témoignages passés et encore, c'est loin d'être exhaustif. Si tu veux qu'on discute ensemble de comment on pourrait t'accompagner ou tout simplement en apprendre un petit peu plus sur notre accompagnement, je te laisse visiter skelesia.co, notre site ou le lien dans la description. Tu pourras y prendre un rendez-vous avec nous et on sera un plaisir de t'aiguiller. On reprend la vidéo. Ciao. C'est tard. Tu vois, je suis tombé dans le truc, c'est pareil, je pensais à une autre nana, elle, du coup, c'était la nana d'un mec qui disait n'envoie pas de message à une nana qui te répond pas et qui te gosse, tu vois. Donc, en fait, dans la séduction, en fait, son discours, il était hyper bien foutu aussi, tu vois. Et en fait, je trouve que les Américains sont extrêmement forts là-dedans. Et je pense que moi, c'est le truc que j'ai vraiment développé ces derniers mois. C'est tout ce qui tourne autour du storytelling. Alors, plusieurs choses à dire sur le storytelling. Parce qu'en fait, le storytelling, c'est pas moi, Kevin, ça fait depuis que j'ai 17 ans que je suis tombé dans le gros, donc du coup, je suis le meilleur. C'est plutôt de se dire comment est-ce que tu vas mettre un paquet cadeau, tu vois, autour de ton offre pour essayer de faire en sorte que tu vendes le moins possible, tu vois. Que la personne se dise, waouh, en fait, il a fait un truc de dingue là. Et il faut que j'aille dans le truc pour voir ce qui se passe, tu vois. Et moi, c'est ça qui fonctionne le mieux. En fait, c'est, tu vois, sur le site de mon petit frère, on avait dit, il voulait dire, oui, j'ai monté ce projet et tout machin. Je fais, non, regarde. Il y a des entrepreneurs qui payent encore à des agences 10 à 15 000 euros par site internet. Essaye d'appuyer sur ce storytelling-là en disant, voilà, moi, j'ai fait ce site en 3 heures. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'en fait, on vend rien du tout. Normalement, si la page, elle est suffisamment bonne, elle est suffisamment bien travaillée, les gens vont arriver sur ce site, boum, on a fait 300 inscrits, tu vois, sur ce truc. En fait, on a utilisé le storytelling de se dire, putain, les entrepreneurs, vous perdez du temps, vous pouvez faire un site en 3 heures avec Webflow pour pouvoir vendre un truc avec ChatGPT, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps. Par exemple, là, dimanche, c'est ce que je disais, j'étais en train d'écrire ce post LinkedIn à moitié réveillé, les yeux fermés. C'est les meilleurs, ça. C'est les meilleurs. Ça, c'est souvent ceux qui marchent le mieux. Moitié réveillé. Ça marche pas pour YouTube. Ça marche pas pour YouTube, pas du tout. C'est pour ça, moi, je vais plus mettre mes vidéos, ma tête sur les vidéos. En gueule de bois, dans la voiture. C'était terrible. Avec le selfie en contre-plongée. Pour la petite histoire, j'étais pas du tout en forme pendant le webinaire, en concurrence, donc c'est peut-être aussi pour ça que ça s'est pas si bien marché. Petite anecdote. J'ai fait que 25 000 euros, je peux pas en fait, c'était pas, voilà. Franchement, je m'en veux un peu, ouais. Prochaine fois, je dormirai mieux. Non, mais en tout cas, tu vois, sur ce post, j'étais juste en train de dire, ok, bon, en fait, qu'est-ce qui fait la réussite des entrepreneurs qui réussissent et des entrepreneurs qui réussissent pas? En fait, quand t'arrives à je disais juste dans le post, et c'est ce que je me rends compte, tu vois, c'est que les gens qui réussissent, c'est 2 choses, et c'est ce qu'on vient de se dire dans ce podcast, c'est l'exécution et le focus. Après, il y en a beaucoup plus, t'as le network, voilà. En tout cas, sur ce truc-là, je voulais être un peu clivant et dire uniquement ça. Effectivement, que quand tu sais que tu vas apprendre plus vite que les autres, quand tu sais que tu vas comprendre les choses plus vite que les autres, quand tu vas écrire plus vite que les autres, quand tu vas vendre plus vite que les autres, quand tu vas rédiger plus vite que les autres, quand tu vas
enregistrer plus vite que les autres, parce que quelqu'un va prendre sa caméra et va se filmer, mais en fait, t'es déjà avant. Tu vois, et hier, j'étais d'ailleurs à un événement où la nana disait, oui, les idées arrivent, mais en fait, on peut te la voler, mais de toute façon, l'idée appartient à celui qui l'a lancée avant, tu vois. Et ouais, je suis d'accord. En fait, t'as beau avoir la meilleure idée, mais si quelqu'un la lance avant, c'est à lui. Il y a pas de. Et du coup, ça, bah, c'est ce que c'est le hacking, le gros hacking, c'est ce que j'enseigne. Et c'est ce que t'as fait aussi un peu au début. C'est tu sens que tu peux aller plus vite que les autres, tu vois. Et qu'en fait, il y a une phrase de Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, qui disait entreprendre, c'est sauter d'en haut et construire son avion en tombant. Et un peu l'analogie que je donnerais avec ça, peut-être que ça fera des ventes, on va voir. Mais ça aussi, c'est une bonne stratégie de vente, l'analogie. Mais ce que je veux dire, c'est que les entrepreneurs normaux, en tout cas, vont sauter, tu vois. Et en fait, le temps de la course, c'est là où ils vont peut-être se cracher parce que c'est le temps de la chute qui va faire en sorte qu'ils vont mourir ou pas, quoi, tu vois. La différence avec nous et comment on a exécuté, c'est qu'en fait, on a sauté de plus haut, on a eu plus de temps qu'eux pour comprendre ce que eux avaient à faire, ce temps réparti. Et on a eu, tu vois, des espèces de coups de vent pour nous ramener un peu vers, pour nous faire un peu remonter un peu à la surface, même si on tombait, tu vois. Et l'entrepreneuriat, c'est ça, en fait. C'est pas linéaire comme ça. C'est, tu vois, tu montes tout le temps un peu en escalade. Et c'est ça, en fait, l'état d'esprit dans lequel il faut se mettre pour moi. C'est essayer de tout le temps tester de nouvelles choses. C'est jamais fini et il faut toujours essayer d'améliorer son truc, quoi. Mais pour rebondir sur la partie edge, justement, comment trouver son avantage comparatif. Ouais. J'ai remarqué que j'ai une théorie qui est que le meilleur moyen, justement, un des meilleurs moyens d'identifier son avantage comparatif, c'est d'observer son soi enfant et ce qu'on faisait naturellement et ce qu'on faisait avec plus d'aisance que les autres quand on était enfant, tu vois. Ça, c'était ce qu'on s'était dit hier. Bah, c'était l'écriture, mais tu vois, par exemple, quelqu'un qui... et après, il faut revenir au premier principe, hein, forcément, c'est pas parce que... quand t'es enfant, c'est pas parce que tu fais des Lego que ton avantage comparatif adulte sera les Lego, mais par contre, il y a peut-être quelque chose à voir avec le proprioceptif, à voir avec la logique, ouais. à voir avec avec le manuel, à voir avec la construction au sens large, etc. Un enfant qui va être par exemple, mon cousin a toujours été très porté sur le dessin, lui. Ouais. Et moi, c'est marrant parce que moi, de mon côté, j'ai jamais été du tout intéressé par le dessin et par tout ce qui est pictural. Et aujourd'hui, ça se vérifie, tu vois. Ouais. De son côté, lui, c'est exactement la même chose. Il a toujours été porté par le dessin. Aujourd'hui, bah non seulement c'est un avantage comparatif pour lui, tout ce qui va être création artistique, mais c'est quelque chose qui s'est extrapolé aujourd'hui les musiciens, tu vois. Et les musiciens, ils dessinent, ils peignent extrêmement bien. Par contre, l'écriture, lui, c'est très secondaire. Ouais. Et je trouve qu'il y a une constance. Et je pense que c'est une question intéressante à se poser, tu vois. C'est qu'est-ce qui me venait naturellement? Déjà, quelles sont les activités vers lesquelles je me tournais de façon spontanée, qui m'apportait le plus de satisfaction et le plus de divertissement quand j'étais enfant, qui était le plus un jeu pour moi, et sur lequel je délivrais plus que les autres enfants, et sur lesquels j'avais un niveau en moyenne nettement plus élevé. Et en fait, ça, c'est le meilleur moyen derrière d'avoir les premières bribes de réponse pour trouver son avantage comparatif, quoi. C'est intéressant. Après que tu me dis ça, c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui me reviennent un peu sur ouais, bon. Ouais, tu devais être le genre à expliquer, enfin, à expliquer. Tu devais avoir. Je pense qu'il doit y avoir une constante pédagogue en fait. Ouais. Quelque part de ton côté, je sais pas. Ça m'étonne pas plus que ça. En fait, moi, le truc que j'ai surtout adoré avoir, c'est de connaître des choses que d'autres personnes avaient du mal à comprendre. Donc ouais, ça revient pas mal au gros au final. Quand tu vois la première fois quelqu'un qui fait du gros, tu fais waouh, truc de dingue. C'est comme la musique, quoi. J'ai appris la musique tout seul, c'est pareil, tu vois. Peut-être des trucs dans l'enfance qui ont joué. Après, ça doit être difficile, je pense, de trouver le rassemblement dans tout ça pour essayer de. Je sais pas s'il y a des patterns ou des choses à. Non, mais il y a des formulaires, mais je suis d'accord, il y a un truc à l'intérieur de toi qui pourrait être effectivement. Autour de l'autodidactique. De ton côté, autour de l'autodidactique, déjà, le fait de s'apprendre des compétences en solo, quoi. J'adore Disney, par exemple. Ouais. Clairement. T'aimais bien la magie ou pas, toi?
J'adore. Ah ouais, ça m'étonne pas. Tu vois, ça m'étonne pas. Pourquoi? Parce que la magie, c'est le fait d'avoir un avantage, c'est le fait d'avoir un niveau de compréhension que le commun des mortels n'a pas sur un sujet donné, à un instant T donné, tu vois. Et donc, c'est exactement ce que tu retrouves avec le growth, par exemple. Tu vois, et c'est marrant parce que tu peux retrouver la généalogie et à partir des avantages comparatifs de quelqu'un adulte, tu peux déceler un peu ses centres d'intérêt et ses sujets de c'est vrai que c'est dingue. C'est marrant. J'avais pensé à ça. Tu vois. Bien vu. Et on va faire un formulaire. Tu vois, nouveau business, en fait. C'est ça, tu vois. Et ça m'étonne pas, tu vois, par exemple, le Disney, le fait que Disney, tu kiffes et tout, parce que, justement, on retrouve cette notion de storytelling qui est très forte. Et tu parlais tout à l'heure du fait d'allier les émotions à la logique. Et ça me fait penser à un framework qui s'appelle le framework ELMR. Elmer. C'est le fait c'est émotion, logique, motivation, récompense. En fait, c'est les 4 composantes qui vont driver un passage à l'action. Donc, je pense que c'est peu ou prou ce que tu vas retrouver dans le framework que tu utilises pour ton webinaire. C'est tu vas commencer par susciter une émotion en racontant généralement une histoire. En fait, cette histoire va amener à de la logique. Et en fait, l'alliance de cette émotion, de cette première brique de storytelling et de logique, c'est-à-dire d'éléments concrets, d'arguments, de données, de factualités précises, etc., va te permettre d'amener une nouvelle narrative. Et cette narrative, ça va être quoi? Ça va être par exemple les morphotypes. Tu vois, ça va être les morphotypes. Et donc là, ça va être le branding de concept que tu vas amener. Donc les morphotypes, c'est ta nouvelle narrative pour appréhender ton problème et pour résoudre ça. Ça va être le growth hacking, par exemple. Donc là, c'est branding de concept, c'est la nouvelle narrative qui va te permettre d'avoir un edge en tant qu'entrepreneur. Ça va être, par exemple, ChatGPT. En ce moment, la nouvelle narrative, c'est ChatGPT. Et en fait, le webinaire, enfin ce framework-là, au sein de ton webinaire ou au sein de n'importe quelle logique marketing, va te permettre de créer cette narrative-là. Et donc, d'une histoire purement émotionnelle, tu vas réussir à créer un ancrage purement logique, factuel, etc., autour d'une nouvelle narrative, mais qui en soi n'est qu'une narrative, quoi. C'est-à-dire, c'est une réinterprétation, un réagencement du réel. Et à partir de là, tu crées un nouveau besoin. Tu crées un sentiment d'urgence que tu vas venir ancrer dans de la motivation. La motivation, c'est quoi? C'est voilà pourquoi tu dois passer à l'action tout de suite, maintenant. Donc, tu vas créer de l'instantanéité. Tu vas créer du trigger, en fait. C'est en gros ton appel à l'action. Et la reward, c'est quoi? Là, ça va être ton offre, d'une part, mais ça va être aussi tout ce que tu vas recevoir si tu passes à l'action tout de suite, maintenant. Et en fait, là, tu crées une continuité qui te permet en fait de driver un passage à l'action. Et je le trouve surpuissant. Et ça, tu le retrouves dans n'importe quel bon marketing au final. Tu l'as déjà utilisé, ce framework? Alors moi, tu sais, c'est marrant parce que moi, je suis très peu un funnel guy. Donc en fait, tu vois, j'ai une compréhension théorique du truc, mais c'est pas quelque chose que je vais utiliser au quotidien. C'est parce qu'en fait, c'est trop le brouillon sur Internet pour moi. Vraiment, c'est ça. Tout et n'importe quoi. En fait, t'as peur de passer à l'action parce que t'as l'impression de pas savoir le faire, quoi. Moi, c'est. Moi, en fait, je me suis longtemps refusé à utiliser les funnels d'une manière générale. Par biais débile, tu vois. Mais moi, je me suis dit, je veux du simple. Et donc, en fait, là, aujourd'hui, tu vois, notre funnel, c'est quoi? C'est notre média. De temps en temps, on lance des petites OP de distrib, etc. Mais c'est toujours extrêmement simple. C'est en une étape, quoi. Et après, c'est formulaire sur notre site. Et disqualifiant. Genre, on cherche pas à qualifier, on cherche à disqualifier. En fait, toi, t'as la valeur que tu maintiens constamment jusqu'à ce que la personne arrive. C'est ça, en fait. C'est un autre framework beaucoup plus logique, terre à terre. C'est ça. Pas trop d'émotionnel. Pour l'instant, non. Après, t'es dans le B2B, vraiment B2B entreprise, toi aussi. C'est peut-être un peu différent. Moi, c'est vrai que dans le B2B. Et puis surtout que moi, personnellement, et ça, j'en ai conscience, ça résultait d'un pur blocage. Ouais, c'est-à-dire que pour moi, pas d'un blocage au niveau... disons que j'avais pas les réponses, en fait. J'avais pas les réponses, j'avais pas trouvé encore ma propre narrative, etc. Et ça, je me suis dit, de toute façon, on va pas se bloquer là-dessus, on va faire avec ce qu'on a, tu vois, dans une logique purement effectuelle, on va exécuter. Totalement. Et puis, les choses vont se décanter au fur et à mesure, donc c'était des questions en suspens, qui petit à petit se décantent. Par contre, je te rejoins à 1000% sur le fait que si tu veux te démarquer en B2B, les meilleurs leviers sont là où justement tu réussis à coller une logique marketing B2C où en fait tu romps ce mur débile du B2B versus B2C. Et en fait, nous, c'est ce qu'on est en train de petit à petit d'opérer. Mais par contre, ça m'a pris du temps à titre personnel. Ça prend du temps. Pourquoi? Parce que j'avais pas trouvé
profondément mon why, j'avais pas, en tout cas celui de la boîte. Il y avait tout un tas de questions très 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 personnelles, très profondes auxquelles j'avais pas encore répondu et qui, par définition, en fait, vont avoir un impact sur ton ADN, tu vois. Sur l'ADN de ta boîte, sur la façon dont ça va s'articuler, etc. Mais en fait, ça change tout une fois que tu le fais. Mais en fait, tu vois, c'est ça le gros mindset. En vrai, parce que ça, enfin, sur l'autre dimension entrepreneuriale des gens qui réussissent, c'est aussi la capacité que tu as à rapide prendre des décisions et à t'orienter vers les choses. Tu vois, encore une fois, la concentration et le focus sur ce que tu veux ramener plus tard, quoi. Ouais, ça change tout. Et ouais, c'est fondamental sur, tu vois, la vision, mine de rien, parce que les gens, ça me fait un peu sourire quand ils me disent, oui, Kevin, je sais pas quoi vendre ou j'ai rien à vendre. Je fais, oui, mais tu commences toujours, au moins commence et après tu trouveras les choses que tu vas vendre, tu vois. Et puis de toute façon, c'est comme les gens qui te disent le pricing, oui, 500 €, c'est pas assez cher, en fait, t'en sais rien, quoi, tu vois. Genre, moi, ça, c'est un truc que j'ai appris à The Family, pour le coup, ça a été hyper formateur. C'est qu'en fait, ils choisissaient le pricing en mode claquement de doigts, quoi, tu vois. Et si ça marche bien, bah, ils augmentent, et si ça marche pas, ils baissent, quoi. Et un prix, c'est jamais fixe. C'est toujours tu vois, pareil, sur les fixes, c'est une idée, c'est jamais fixe, c'est un business, c'est jamais fixe, ça évolue tout le temps. Les pilots, ils se prennent constamment dans une boîte. Et justement, au contraire, si tu les prends pas, je pense que c'est là où tu peux le plus mourir, quoi. Et c'est la majorité des boîtes qui se crachent aujourd'hui, c'est des boîtes qui ont été comme ça pendant tout le temps, qui ont jamais innové, qui se sont jamais posé les questions pour comment faire mieux, comment faire en sorte de faire atteindre le miles, en fait, en plus à leurs clients, quoi. Et ça, ouais, moi, c'est pareil, quand on a les systèmes, c'est ce qu'on se parlait la dernière fois dans le podcast, ça m'a pris du temps à trouver le positionnement qui rentre et que les personnes comprennent un peu, quoi, tu vois. Parce qu'avant, j'étais en mode de faire plus avec moins, mais c'était pas très clair et tout. Donc non, ouais, je pense que ça fait partie d'une des caractéristiques aussi des gens qui arrivent à faire du gros CA et surtout arrivent à trouver leur positionnement, quoi.